Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 7 décembre et à la une de ce journal. Alors que les élections cantonales sont prévues dans quelques mois, l'heure est à la récolte des fruits du travail pour la majorité en place au conseil départemental. Cette fin de mandat rime avec inauguration d'infrastructures fondamentales pour le développement de l'île. Pôle d'excellence rurale, PMI, route départementale, fibre optique, salle de cinéma. Les projets se concrétisent enfin après des années de travaux. Ce matin, c'est à Kanikeli puis à Bouéni que les regards étaient tournés. Ivan Rakotovao. Désenclaver le sud avec de nouvelles routes et Internet. Ce matin, les élus du conseil départemental se sont rendus à Mouanabedja pour le lancement du haut débit dans le sud et à Mzouadzia pour inaugurer un nouveau tronçon de route départemental. Nous voulons parvenir à une situation où, quel que soit l'endroit où vous habitez à Mayotte, vous bénéficiez des mêmes infrastructures, n'est-ce pas, des mêmes équipements collectifs et de façon générale, des mêmes services offerts à chaque Mahoraise et à chaque Mahorais. Le conseil a engagé près de 60 millions d'euros pour rénover le réseau de routes départementales, particulièrement endommagées dans le sud. Les routes ont été en grande partie refaites, bien qu'il reste des sections en mauvais état. Donc ce qui reste en mauvais état, qu'on doit absolument traiter au sud, entre Mbouyanatsa et Kanikeli, là ça nécessite vraiment des travaux, mais également vers Chungi et en allant vers Kanikeli, Chungi, Kanikeli, il y a des zones là qu'on doit vraiment traiter. Donc au sud, c'est les zones vraiment en mauvais état. Par contre, la zone, ce que on disait tout à l'heure, que de Mbouini dans les hauteurs de Dapani, c'est déjà commandé. Donc pour nous, on considère que c'est des travaux qui sont déjà engagés et qui seront réalisés. Dans la continuité des travaux de désenclavement, les élus ont aussi salué l'arrivée d'Internet en haut débit, rendu nécessaire en ces temps de crise sanitaire. Naturellement, nous sommes heureux, d'autant plus que nous le faisons dans un contexte sanitaire où cela est plus que jamais nécessaire, puisque nos enfants et les salariés vont pouvoir, tout simplement les salariés du public et du privé, vont pouvoir, pour les élèves, travailler chez eux, à la maison. Pareillement pour nos salariés, nos agents administratifs, de travailler chez eux. Le conseil départemental prévoit la rénovation d'autres portions de route dans le sud de l'île qui devraient être terminées d'ici la fin de la mandature. Et l'autre actualité du jour, c'est cette nouvelle opération de destruction d'habitations illégales à Dembéni. 22 cases construites sans droit ni titre ont été détruites. Cette opération réalisée en application d'une décision de justice vient ainsi clore un dossier en instance depuis près de 2 ans et demi. Le terrain libéré permettra à la coopérative agricole de Sada, propriétaire du terrain, de mener des opérations d'aménagement et de reboisement sur ces parcelles nécessaires pour les ressources en eau. Écoutons plutôt le sous-préfet Jérôme Millet au micro de Mathieu Janvier. C'est une décision de justice qui date de juin 2018. La justice a été saisie par le propriétaire, la coopérative de Sada, et la justice a souhaité faire droit à la demande du propriétaire pour ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Alors donc c'est une soixantaine de personnes qui vivaient sur ce terrain-là de manière totalement illégale depuis plusieurs années. On a procédé à quelques interpellations il y a quelques semaines au moment de préparer l'opération. Et au final, c'est juste une personne et ses 4 enfants, mahoraises, qui va être hébergée à titre temporaire pendant quelques semaines, le moment qu'elle trouve une solution. Et tout autre sujet maintenant, c'est aujourd'hui que la signature du 2e schéma départemental des services aux familles a été réalisée. Rassemblés dans l'amphithéâtre du lycée des Lumières, le préfet, le recteur ou encore le président de l'association des maires ont tour à tour approuvé le lancement des travaux qui composent le schéma. Ces travaux devraient notamment permettre une meilleure prise en charge des familles mahoraises. Alors quelles sont exactement les grandes lignes de ce schéma? Réponse dans ce sujet signé Jaidi Maoulida. Ça y est, c'est signé. Dans un amphithéâtre où plusieurs personnalités de la politique locale ont pris place, différents représentants des institutions de l'île au Lagon ont signé le lancement des travaux inscrits dans le 2e schéma départemental des services aux familles. Un ensemble d'actions dont devraient pleinement profiter les familles mahoraises.
C'est tout simplement l'ensemble des services que nous pouvons offrir aux familles dans le cadre du développement social du territoire. Donc ça va de l'ensemble du développement de la petite enfance, comme les crèches. Ça va également être sur toute la politique jeunesse, toute la politique de l'animation de la vie sociale avec les centres sociaux. On peut également va parler de parentalité et ce sont en fait des engagements fermes et financiers de l'ensemble des partenaires et également des actions qui doivent être mises en place. C'est la continuité du premier schéma. Nous sommes engagés sur le premier schéma, nous avons mis en œuvre ce sur quoi nous étions engagés et nous continuons dans ce cadre du deuxième schéma. Il s'agit donc pour les différents acteurs de poursuivre les travaux déjà mis en place. Les structures étant insuffisantes face à une demande toujours plus croissante, il est devenu nécessaire de mener des actions supplémentaires afin de soulager les familles. On va donc probablement doubler le nombre de crèches ici à Mayotte. Nous savons que nous manquons cruellement de places en crèche pour permettre aux mamans qui travaillent de laisser leurs enfants en toute sécurité dans des établissements professionnalisés. Donc le doublement des places de crèche, c'est dans le schéma. Mais il y a aussi des points d'accueil pour la jeunesse. Il y a aussi de la formation pour les jeunes. Il y a du soutien à la parentalité, notamment la création de maisons de famille pour que les familles qui sont en difficulté dans l'éducation de leurs enfants puissent trouver là un recours, un soutien à la parentalité. Face au climat tendu qui règne sur l'île au Parfum ces derniers temps, le préfet de Mayotte estime que la création de ce type de structure ne pourra qu'aider Mayotte à aller dans le bon sens. Jean-François Colombet veut aller vite et pour cela, d'importants investissements seront réalisés. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les investissements seront consentis, que ce soit par l'État, le Conseil départemental ou la Caisse de sécurité sociale. Il faut que tout soit terminé à la fin de 2022. C'est-à-dire que toutes les infrastructures soient créées, que toutes les équipes soient en place et qu'on travaille les publics les plus sensibles et notamment le public familial qui est, je le répète, un atout pour Mayotte. Il faut conforter ce public pour que nous puissions retrouver de la sérénité et de la tranquillité publique. Le préfet aura affirmé que Mayotte est pionnière sur la signature de ce type de schéma. Une avance qui se justifie par l'urgence dont fait état le département. De ses propres mots, il affirme que pour que l'île retrouve sa tranquillité et sa sérénité, passer par la solution famille est primordial. Il ne reste plus désormais qu'à joindre les actes à la parole. Après sa relaxe dans l'affaire des prises illégales d'intérêt, Jacques-Martial Henry passe à l'attaque. Il souhaite traîner en justice Norbert Martinez et Gilles Perzeau. En effet, selon lui, les deux membres de l'Union maritime de Mayotte sont coupables de dénonciation calomnieuse, mais également d'atteinte à l'honneur. Je vous propose d'écouter l'ancien conseiller général au micro de Léonard Audier. Dans ces plaintes contre nous, pour prise illégale d'intérêt, il y a des gens qui avaient candidaté pour avoir la DSP et qui n'ont pas eu de gain de cause auprès du Conseil général et qui ont une animosité et une haine à l'égard de la personne qui a été légalement reçu et à qui le Conseil général a confié la DSP. Il s'agit ici de M. Norbert Martinez, qui est président de l'UMM. Il y a dans cette affaire Gilles Perzeau, le mari de Anne Perzeau-Lafont, qui est pilote au port et qui est membre aussi de l'UMM, et qui nous ont porté plainte, entre autres, pour prise illégale d'intérêt. Tout ça a été orchestré pour atteindre à notre honneur et à notre réputation. En clair, et puis après, tout ça a été initié par ces personnes-là pour démontrer qu'il y a eu des magouilles dans le cadre de l'attribution de la DSP. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec l'inauguration de la PMI de Combani ou encore un nouveau catamaran dans les eaux du lagon. Au montage, Leslie Vieux-Menet. Une nouvelle embarcation va rejoindre dès samedi la flotte mahoraise des catamarans de loisirs. Baptisé Mayotte Explo, ce catamaran affiche une taille considérable. 17 mètres de long pour 8 mètres de large, soit 180 mètres carrés habitables, entièrement à disposition des navigateurs d'un jour souhaitant s'aventurer sur le lagon.
Avec une capacité d'accueil de 30 personnes, ses 5 cabines doubles et ses 2 cabines simples, le navire proposera, à l'instar des autres opérateurs de l'île, des formules comme la sortie journalière dans le nord ou dans le sud, des apéros couchés de soleil en soirée, mais aussi des croisières. Limité dans un premier temps aux alentours de Mayotte, il peut s'aventurer bien au-delà des eaux du lagon. En janvier, le catamaran mettra notamment les voiles pour Madagascar, le temps d'une croisière de 2 jours déjà entièrement réservée. Avec ses larges espaces ouverts, sa baie vitrée et ses espaces détente garnis de banquettes, ce nouveau venu dans le monde des opérateurs nautiques devrait donc rapidement trouver sa clientèle. Olivier Dussault, ministre délégué chargé des comptes publics, a présenté le bilan de la taxe d'habitation en France sur l'année 2020. À Mayotte, plus de 3000 foyers sont concernés par la réforme de cet impôt. Après une baisse progressive sur les résidences principales à 2019, c'est sa suppression que le gouvernement souhaite. En 2021, 30% des foyers encore redevables seront ici exonérés, puis 65% en 2022, avant que les 5% restants ne soient débarrassés de la taxe d'habitation en 2023. Il n'existera alors plus. Le ministère assure que la suppression de cet impôt n'aura aucun impact sur les budgets de collectivités locales qui recevront une compensation financière à l'euro près. Sur l'île au Lagon, il s'agit de la première année de dégrèvement total, soit 100% sur les résidences principales. En 2018, 772 foyers mahorais avaient bénéficié d'un dégrèvement de 30% pour une économie moyenne de 109 € par foyer. L'année dernière, le dégrèvement de 65% avait concerné 3405 foyers pour une économie moyenne de 268 €. Et en 2020 donc, ces mêmes 3405 foyers ont bénéficié de l'exonération totale de la taxe d'habitation, ce qui représente un gain de 539 € par foyer. Vendredi dernier, la PMI de Combani a été inaugurée après 2 ans de travaux et 1,4 million d'euros. Le 5e département compte aujourd'hui un réseau de 22 centres de PMI et un centre médico-social. Sur ces 22 centres, un diagnostic réalisé en 2015 avait montré que seuls 5 pouvaient accueillir du public dans de bonnes conditions. Ceux de Sada, Ouangani, Poroani, Mtamoulou et Pamandi, lesquels avaient bénéficié de réhabilitation en 2014 et 2015. 14 de ces PMI nécessitaient, au même titre que le centre médico-social, une reconstruction ou une réhabilitation. 10 PMI et le centre médico-social ont pu bénéficier d'un investissement de 25 millions d'euros. Celles de Bandélé et de Kanikeli sont actuellement en cours de travaux et devraient être réceptionnées d'ici la fin 2020 ou début 2021. Les PMI de Vaïbé, Kungu, Passamaïti et le centre médico-social sont en phase de chantier également pour une réception prévue l'année prochaine. Le reste du programme de réhabilitation devrait être livré entre 2022 et 2027. Culture dans votre 19h, le pôle culturel du conseil départemental n'a pas cessé de travailler malgré la crise sanitaire. C'est ainsi que le 21 juin, une fête de la musique virtuelle a été proposée gratuitement sur le net. En marge des scènes ouvertes que le département soutient, le concours La Voix des Outre-mer occupe actuellement les équipes du CD. C'est la première fois que l'île accueille la délégation du concours en vue de la finale locale prévue le 9 décembre prochain. Je vous propose d'écouter Mohamed El Kabir lors de la matinale de Kwesi. Nous avons, comme vous l'avez bien souligné, organisé jusqu'à aujourd'hui le concours Voix des Outre-mer qui a débuté depuis 2019 et qu'on va lancer cette semaine, la finale régionale Mayotte le 9 décembre prochain. Et puis, on travaille encore aujourd'hui avec la finale des scènes ouvertes dont les jeunes gens sont en résidence aujourd'hui de création, suivis également par des professionnels. Pour répondre à votre question par rapport au concours de Voix des Outre-mer, effectivement, nous accueillons depuis vendredi dernier l'association de contre-courant avec son président Julien Leleu et son directeur artistique Fabrice Di Falco, qui sont ici pour former, pour réaliser la dernière semaine de formation des jeunes talents qui ont été sélectionnés depuis le début de l'année 2020 afin de les mieux préparer pour la finale du 9 décembre qui nous permettra de sélectionner les 2 meilleurs qui représenteront Mayotte à l'Opéra de Paris en janvier 2021. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.